Nous sommes entre unité et diversité. J'ai évoqué le rôle joué par Albert Carovis ici dans le secteur de Grenade-sur-Garonne, secteur 1 de l'armée secrète, nord-ouest toulousain, le maquis Roger qui lui est attaché, bien évidemment, qui est né en 1944. Vous retiendrez que quand j'évoque la dimension sociologique des maquis, de ces formations de la résistance, les gros bataillons sont fournis par principalement les réfractaires au STO. Le février 1943, le STO est mis en exergue. Il y a de nombreux jeunes qui refusent de partir et qui vont bien évidemment tout faire pour intégrer ces formations maquisardes qui sont en voie de constitution. Mais il y a aussi des jeunes qui désertent entre guillemets des chantiers de la jeunesse française. Et il y a les cadres qui, eux, très souvent, sont soit d'anciens militaires, soit des gens aguerris qui ont participé au combat, y compris en Espagne. Voilà, on a évoqué les républicains espagnols, ils sont particulièrement actifs au sein de ces formations et ils vont constituer un appoint très intéressant en termes de formation au maniement des armes et des explosifs en particulier. Ça va être déterminant, y compris au sein du maquis d'Ornano. Et ce que je vais essayer de mettre en lumière également, c'est cette dimension universelle, au-delà de la typicité du maquis d'Ornano. Madame Lavergne le soulignait tout à l'heure, c'est un maquis école, dont l'objectif était d'accueillir les jeunes maquisards et de les former à la réception des parachutages. Voilà, ça c'était quand même une particularité que l'on ne trouve pas ailleurs, hormis du côté du Vercors, par exemple, où il y avait des unités similaires. Le rôle de ces maquis écoles spécialisés dans la réception des parachutages, c'était ensuite de distribuer les différents largages d'armes, de munitions, d'explosifs aux maquis environnants. Vous avez eu l'occasion de voir le mot Birakeim. Voilà, il y avait le maquis Birakeim à proximité. Il y avait également un maquis dans le secteur de Caylus, là où se trouve le camp militaire, qui existait déjà à l'époque. Le maquis de Caberta, etc. Alors, mon exposé va s'appuyer sur 3 points. Tout d'abord, se rapproprier une mémoire très rapidement. Je l'évoquais tout à l'heure, le rôle joué par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, en particulier, l'association vidéo Quercy-Rouergue. Je souligne d'ailleurs au passage la présence de mon ami Michel Labatte, qui est très souvent sur les sentiers à Saint-Antoine-de-Bleval pour faire ce travail de débroussaillage. Il remonte des murets en pierre sèche qui s'étaient effondrés, etc. C'est un rôle déterminant qui nous permet aujourd'hui d'accueillir les randonneurs dans de très bonnes conditions. Je voudrais citer mon ami Jean-François Baster également, qui est membre de l'association Mémoire Résiste, qui s'intéresse tout particulièrement en ce moment au parcours de ce jeune marin, Albert Tritschler, qui était d'origine alsacienne, qui a été le premier tué lors de l'attaque allemande du 21 mars 1944. Voilà, donc Jean-François essaie aujourd'hui de reconstituer son parcours depuis son Alsace natale jusqu'à la base de Toulon et le maquis d'Ornano, bien entendu. Ensuite, un impérieux devoir d'histoire, pour se prémunir de toute attaque de la part des négationnistes, des révisionnistes. Je pense qu'il est important de réaffirmer l'importance de ce travail de dimension scientifique. Et ensuite, comment transmettre cet héritage. La question de la transmission est également fondamentale. C'est pour cette raison que nous avons ciblé les publics scolaires, en particulier les classes de CM2, donc cycle 3 de l'école élémentaire, et les classes de 3e du collège, puisque ces thématiques-là sont abordées par les enseignants. Et là, il s'agit de ce qu'on appelle l'école hors les murs. Nous allons sur les lieux de mémoire pour essayer d'approcher cette dimension propre au maquis, à l'histoire de la résistance,
Ce sont des apprentis historiens qui sont sur le terrain en fait et qui ont la possibilité de manipuler des documents d'archives, de manipuler de l'armement. Je vous ai porté là, un pistolet mitrailleur Sten d'origine britannique, calibre 9 mm. Vous avez un brassard qui était utilisé par les maquisards, le modèle Alger, et un béret avec la croix de Lorraine. Et vous avez d'ores et déjà compris, je pense, que quand on évoque... oui, j'ai oublié le micro, mais ma fille me fait la remarque, à juste titre. Vous avez remarqué que quand on évoque le maquis d'Ornano, il s'agit d'un maquis d'obédience gaulliste. Et c'est assumé par les maquisards. Donc un maquis atypique d'obédience gaulliste. Là vous avez un document d'intérêt historique très intéressant. C'est un dessin qui a été réalisé par l'un des maquisards d'Ornano, Marcel Franchequin, dit Mick dans la clandestinité. C'est un dessin qui date de 1944. Marcel Franchequin était décorateur en fait, et donc il avait, vous le voyez, des compétences affirmées sur le plan artistique. Il a croqué ce portrait du général de Gaulle et il était dans le lieu de cantonnement du maquis avec un drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine également. Alors, se réapproprier une mémoire, c'est faire référence à la question de la commémoration. Commémorer, c'est lutter contre l'oubli, c'est se souvenir ensemble d'un événement historique pour mieux honorer finalement nos résistants, nos maquisards. Je reprendrai Serge Ravanel, qui était le chef régional des FFI de la région R4. Je le cite, « La résistance fut d'abord un combat pour des principes, le patriotisme, la liberté, un combat d'hommes imprégnés d'un esprit de responsabilité à l'égard de la société. » C'est tiré de son ouvrage « L'esprit de résistance », dont je vous conseille la lecture. Il date de 1995, mais il est étonnamment d'actualité. Mon propos ce soir, c'est aussi pour moi l'occasion de réaffirmer l'importance des valeurs de la résistance et leur actualité. Voilà, ces valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, valeurs démocratiques, auxquels étaient particulièrement attachés ces maquisards qui n'ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie pour les défendre. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important à souligner. Et je compléterai avec Gilbert Badia, le devoir de mémoire est indissociable du travail d'histoire pour approcher la vérité et lutter contre le révisionnisme et le négationnisme. L'actualité nous montre qu'il faut être particulièrement vigilant. Voilà, le devoir de vigilance est réellement attaché à ce travail de mémoire et aux devoirs d'histoire qui doivent nous animer. Parce que rien n'est acquis. Voilà, la démocratie peut être mise en péril et nous pouvons nous retrouver aussi vite dans des circonstances très particulières, semblables à celles que notre pays a connues dans les années 40. Donc la réappropriation de cette mémoire s'est faite à travers, je l'ai évoqué, le film Le Maquis d'Ornano, dont vous venez de voir un extrait. C'était un travail de collecte, comme vous le faites au sein de l'association Vivre et Connaître Castelnau, un travail de collecte de la mémoire, en partant des témoignages des anciens en particulier, et puis en se penchant sur les archives privées que certaines familles peuvent encore détenir aujourd'hui et qui sont particulièrement intéressantes. Donc le Maquis d'Ornano, ça c'est un texte qui apparaît sur un panneau situé devant le mémorial du Maquis, commune de Penne, dans le Tarn. Composé d'une quarantaine de réfractaires au STO, le Maquis d'Ornano MP1 avait pour mission de réceptionner l'armement parachuté. Dans la nuit du 21 mars 1944, alors que les maquisards récupèrent du matériel sur le plateau de Vinchet, 2 colonnes ennemies encerclent la forêt de la Garrigue et occupent les points stratégiques.
Voilà, donc notre préoccupation, en fait, c'était de partir de ce texte, finalement, figurant sur le panneau d'interprétation, et d'essayer de mettre en lumière cette histoire et de la transmettre aux jeunes générations, parce que le temps avait fait son œuvre, malheureusement. Le dernier maquisard est décédé l'année dernière, Élie Molinier, que vous avez vu témoigner dans ce film. Donc il fallait absolument trouver ce qu'on appelle des passeurs de mémoire, les générations suivantes qui sont en mesure aujourd'hui de se réapproprier cette mémoire et de transmettre cette histoire qui est particulièrement riche. C'est pour cette raison que nous ciblons en particulier les élèves de 3e. Nous avons expérimenté ce travail avec une classe défense du collège Saint-Antoine-Nobleval en particulier. Dans le territoire d'implantation du maquis d'Ornano, de sa création à l'attaque du 21 mars 1944, vous avez ici la vallée de l'Aveyron, que certains d'entre vous connaissent parfaitement, je pense, surplombée par de très beaux plateaux calcaires, plateaux karstiques, où il y a beaucoup de grottes. Voilà, c'est vraiment le terrain de jeu de nombreux spéléologues dans la région et même au-delà. Ce maquis, en fait, c'est pour ça que j'évoque très souvent la préhistoire du maquis quand j'aborde cette question, c'est le secteur de Montauban et tout particulièrement celui de Corbarieux. Voilà, donc c'est là que tout a commencé. Et puis nous allons voir que progressivement, le maquis se transporte vers des espaces un peu plus sûrs, aux confins du Tarn et du Tarn-et-Garonne, donc entre Penne et Saint-Antonin-Nobleval, où les patrouilles de la gendarmerie, des GMR, de la milice et puis plus tard de l'armée allemande sont quand même moins fréquentes. Un impérieux devoir d'histoire, dont je rappellerai bien entendu les principaux éléments d'histoire du maquis d'Ornano, qui a été le premier maquis de l'armée secrète du Tarn-et-Garonne. Alors, même s'il était implanté dans un premier temps dans le secteur de Penne, donc département du Tarn, il est rattaché officiellement à l'armée secrète du Tarn-et-Garonne. C'est une particularité qui mérite d'être soulignée. Alors, quelques précisions utiles. Déjà, armée secrète, c'est un regroupement de résistants. J'ai évoqué l'armée secrète dans le nord-ouest toulousain, le secteur 1, donc créé en septembre 1942, qui regroupe en fait dans la zone sud plusieurs mouvements de résistance. On parle de mouvements, donc il y a Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs. Et le 1er février 1944, l'armée secrète, qui est de tendance gaulliste, je l'ai dit, est fondue au sein des forces françaises de l'intérieur, FFI. Vous avez tous vu des véhicules d'époque, des tractions Citroën par exemple, avec le sigle FFI peint sur les portières par exemple. Voilà, c'est FFI qui ont participé à la libération de la région toulousaine, bien entendu, et de la France plus largement. Pourquoi Ornano? En fait, c'est un hommage qui est rendu au lieutenant-colonel Jean Colonna d'Ornano, qui est d'origine corse, qui est parti se battre en Afrique, au Tchad, aux côtés du général Leclerc, et qui est tué lors de l'attaque de Mourzouk en Libye. Voilà, donc nos maquisards, comme ils l'ont fait par exemple en faisant référence à la bataille de Stalingrad ou de Bir Hakeim, ils ont choisi le nom d'Ornano pour leur groupement. Ils l'ont baptisé ainsi, c'est une façon de rendre hommage à ce combattant. Pourquoi MP1? Alors très rapidement aussi, on a parlé de maquis de Penne, donc MP, et 1 parce que c'est le premier maquis de l'armée secrète du département du Tarn-et-Garonne. On a également parlé de maquis de Casal, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc il y a plusieurs appellations au fil de l'histoire de ce maquis qui ont été retenues. Enfin, il est homologué officiellement sous le nom maquis d'Ornano MP1. Alors la préhistoire du maquis,
On va évoquer quelques personnages qui ont beaucoup compté pour la création de ce groupe de résistants. Gaston Lamolinerie, dit Tarzan, qui va regrouper au château de Beaudésert à Corps-Barrieux quelques réfractaires au STO. Voilà, ça commence comme ça, nous sommes à l'été 1943, et le 23 août, ce groupe se transporte dans le secteur de Garran, donc sur le plateau calcaire que j'évoquais tout à l'heure, près de Penne. On a aussi Roger Rigaud, dit René, qui assure l'intérim après le départ de Tarzan. En fait, Gaston Lamolinerie va rester très peu de temps à la tête de ce maquis. On en gardera un souvenir assez négatif d'ailleurs. Roger Rigaud est arrêté le 16 mai 1944 à Montaigu de Quercy. Je me permets de le souligner parce qu'il fait sûrement partie des 54 victimes du massacre de Buzet-sur-Tarn, dont vous avez sûrement entendu parler, le 17 août 1944. Voilà, tous ces résistants ayant été brûlés d'ailleurs par les Allemands. Donc voilà la ferme de Garran où va cantonner le maquis dans un premier temps. C'est une jolie gentilhommière du XVIIIe siècle, près de Penne, qui a été restaurée depuis, bien entendu. Et parmi les cadres du maquis, vous avez ici à gauche le lieutenant Jacques Raby, dit Jacques, qui est en service commandé. Hein. Il est affecté au maquis d'Ornano, il arrive du Vercors. Il faut savoir que pour des raisons de sécurité, de cloisonnement, etc., les cadres de la résistance passaient souvent d'une région à l'autre, parce qu'ils étaient brûlés, par exemple, hein, vous connaissez ce terme, ils avaient été repérés par la Gestapo, par exemple, et donc il fallait les mettre en sécurité dans une autre région. Donc c'est ce que vit Jacques Raby à ce moment-là. On a également, parmi les noms qui comptent, Lédé, qui est cofondateur du maquis, Perrin de l'armée secrète, Barahona, voilà, qui est un ancien militaire également, qui a changé d'activité, il est devenu épicier à Montauban, et il va jouer un rôle fondamental dans la constitution de ce maquis. Il y a des hommes d'église également, vous le voyez, par exemple l'abbé Rousseau, qui est ici, qui est d'origine belge, qui s'est replié en France. Je me permets d'en parler également parce que je l'évoquerai à nouveau dans quelques minutes. Au-delà du fait d'être l'aumônier du maquis et d'apporter une aide quasi quotidienne au maquis, il partait de Campagnac en fait quasiment tous les jours avec du pain dans son sac à dos. Il traversait la forêt de la Grésigne, il allait porter le pain au maquisard et il rentrait chez lui. Voilà. Donc c'est quand même exceptionnel. Il a également caché des familles juives et à ce titre il a été reconnu juste parmi les nations par Yad Vashem, par l'État d'Israël. Voilà, donc vous l'avez ici. Prêtre résistant, aumônier du maquis, Léopold Rousseau. Donc vous avez Campagnac ici, la forêt domaniale de la Grésigne, donc vous voyez l'itinéraire suivi jusqu'à Casal et Penne, lieu de cantonnement du maquis. Il passait à Sainte-Cécile du Caïrou, en fait, où un habitant avait un four clandestin, Monsieur Serre, et c'est là qu'il récupérait les miches de pain, il les mettait dans son sac à dos et il alimentait le maquis quasi quotidiennement. Alors quelques éléments de sociologie concernant les effectifs et la vie quotidienne des maquisards. Alors, vous avez vu 40 hommes au moment de l'attaque du maquis. Les effectifs ont atteint jusqu'à 70 hommes. 46 au début mars 1944, avec des origines géographiques diverses, des Allemands, juifs allemands en particulier, autrichiens, belges, espagnols, italiens, sous le commandement de Jacques Raby.
À l'instar de tous les maquis en France, ils ont connu des difficultés de ravitaillement, hein, bien entendu, des restrictions, peu d'armes au début. Alors on n'avait pas de pistolet mitrailleur Sten par exemple au début, il n'avait pas été parachuté encore, donc c'était des fusils de chasse, c'était des mousquetons récupérés lors d'attaques de brigades de gendarmerie par exemple, quelques revolvers datant de la Première Guerre mondiale, voilà, bon, très peu de choses en fait, très peu de munitions. Et ce sont véritablement les parachutages qui vont changer la donne. La journée type d'un maquisard d'Ornano, c'est la formation militaire, bien entendu, le maniement des armes, des explosifs, les patrouilles. On se relaie pour effectuer les patrouilles. On recrute également, hein, chaque fois que c'est possible, ce qui a permis d'arriver à 70 hommes. Ce qui n'est pas rien, et bien évidemment la réception des parachutages en lien avec le service atterrissage et parachutage. Ça c'est la mission principale de ce maquis école, dont l'objectif est de former les jeunes maquisards. Alors c'est toute une technique en fait, hein, je vais le détailler dans les minutes qui viennent. La réception d'un largage, ça nécessite un très long apprentissage, et ça se fait sous la conduite de cadres qui sont particulièrement aguerris, qui ont les moyens radio nécessaires. Je l'évoquerai aussi tout à l'heure. Et puis bien entendu la préparation des repas, l'arrivée du courrier. Voilà, vous avez une petite évocation ici. Donc la garde, ça c'est une photo d'époque, hein, que nous avons retrouvée aux archives départementales du Tarn et du Tarn-et-Garonne. La préparation des repas avec ici une carcasse de mouton. Voilà. Ce secteur entre Penne et Saint-Antoine-de-Bloval, sur le plateau calcaire que j'ai évoqué, c'est un pays d'élevage. Hein. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque il y avait beaucoup de troupeaux d'ovins. Donc il était possible en parlementant avec certains éleveurs, voire en prélevant une bête ou deux dans un troupeau, ce qui est arrivé également, ça permettait d'améliorer considérablement l'ordinaire. On a un témoignage qui fait état, pour vous donner une petite idée, des restrictions à ce moment-là, du fait que les maquisards ont mangé pendant 3 jours uniquement des oignons. Enfin, ils ont mangé des oignons frits, bouillis, etc. Ils n'avaient que ça. Dans les cantonnements successifs, alors ça c'est lié à des questions de sécurité, je voudrais dire plutôt d'insécurité, hein, puisque la pression va monter de la fin de l'année 43 au début de l'année 44. Les patrouilles vont être de plus en plus nombreuses, patrouilles de gendarmerie, des GMR, de la milice. Le premier lieu de cantonnement, ce sont les Alberts. En fait, c'est une bergerie qui est située à 2 km de Garan. Mais là aussi, les risques sont trop grands. Et donc, les maquisards vont se déplacer vers la ferme de la Bourriette, qui est un peu plus au nord. Voilà. Alors, là, vous avez une évocation de ce qu'est un moment festif pour les maquisards. C'est la Noël 43, avec un dessin de Mick que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le même. De nombreux maquisards ont signé le dessin en question. Et vous remarquez sur la carte de France qu'il y a quand même de nombreux territoires qui n'apparaissent pas là. Hein. La France a été amputée de l'Alsace et de la Moselle, vous le savez. Et puis de territoires qui sont occupés par l'armée italienne aussi. Voilà. Donc ça, le dessinateur a voulu le mettre en lumière, et c'est particulièrement intéressant. Dans les parachutages, alors ça c'est vraiment le moment qu'attendent les maquisards avec une très grande impatience. Début décembre 43, le terrain de parachutage Volcan, vous en avez une évocation sur cette photo,
est homologué Homo Arma Depot. Alors qu'est-ce que ça veut dire Homo Arma Depot? C'est-à-dire que c'est un terrain qui peut recevoir des hommes, des agents du BCRA ou du SOE, service de renseignement et d'action de la France libre, et service de renseignement britannique. Il peut recevoir des armes et il peut stocker ses armes, ses munitions et ses explosifs sur place. Le terrain s'y prête. Je l'ai dit, c'est un plateau calcaire, karstique, vous avez des grottes un peu partout où les maquisards vont pouvoir entreposer le fruit de ces différents largages. Et ça va se faire également chez le directeur des fours à chaud de Saint-Antonin-Nobleval. C'est le lieu idéal pour dissimuler des armes, des munitions et des explosifs. Le message personnel de la BBC, comme vous le savez très bien, on annonce un largage 24 heures à l'avance. La BBC diffuse le message « Elle pleurait comme une fontaine ». Et là, c'est branle-bas de combat au maquis. Tout le monde se prépare pour la réception des largages, qui vont intéresser en fait toutes les formations du Tarn-et-Garonne. Voilà, on va distribuer ces pistolets mitrailleurs Sten qui arrivent, les grenades, les fusils Lee-Enfield, les fusils mitrailleurs Bren, etc. Donc le terrain de parachutage doit être compris dans un rectangle de 400 mètres sur 300 mètres minimum. Il doit être plat si possible, en lisière de forêt afin de faciliter la protection de la zone de largage, éloigné des villages et des routes fréquentées, ça va de soi, et situé au moins à 4 km d'une garnison ennemie et 25 km d'une base aérienne ennemie. Vous comprenez aussi pourquoi? Parce que les aéronefs britanniques sont des Halifax qui vont procéder au largage, ont besoin d'effectuer ce travail en toute sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait des chasseurs ennemis à proximité. Début 1944, les balises RECA sont livrées. Donc la balise RECA, vous en avez une ici. Nous en avons exposé d'ailleurs le 23 mars dernier sur le terrain Volcan. Un ami collectionneur en avait amené quelques exemplaires. Et il y a également le fameux S-Phone, le téléphone secret que vous avez ici à gauche. Voilà, c'est ce S-Phone, voilà, l'antenne est déployée, qui va permettre de guider l'aéronef sur les derniers kilomètres en fait, avant qu'il arrive à la verticale du terrain de largage. On peut guider un avion également avec des signaux lumineux, vous le savez, voilà, soit en utilisant une lampe, soit en allumant un feu. Voilà. Là, on a utilisé énormément les moyens radio, s'agissant du Maquis d'Ornano. Donc l'avion britannique Halifax, vous l'avez ici. En fait, il y a 2 escadrons de la Royal Air Force qui sont spécialisés dans le largage des armes, des munitions à destination des maquis. C'est le 138e et le 161e escadron. Alors les Britanniques l'appelaient, cet aéronef, le Alibag. C'était vraiment l'avion qui permettait de transporter ces containers, ces différents colis. On parlait de colis. Alors il va y avoir plusieurs largages. En principe, un Halifax est en capacité de larguer 15 containers de 150 kg et jusqu'à 29 paquets. Alors les paquets ou les colis, ça pouvait prendre la forme de paniers en osier en fait, dans lesquels il pouvait y avoir y compris de l'argent. Vous savez que l'argent a été extrêmement important pour les maquis, ça permettait d'acheter du carburant, de la nourriture, en parlementant avec les éleveurs par exemple sur le territoire concerné. Il fallait une très grande organisation bien entendu, avec un comité de réception qui assurait la veille chaque nuit et qui pouvait s'appuyer sur des caches. Voilà. J'évoquais le rôle des grottes, de toutes ces infractuosités que l'on trouve sur le plateau calcaire. Elles vont jouer un rôle considérable. Donc largage le 7 mars, largage
dans la nuit du 20 au 21 mars, c'est la nuit de l'attaque du maquis par 2 colonnes ennemies. Dans cette nuit-là, vous voyez, il y a 3 avions Halifax qui se sont présentés au-dessus du terrain Volcan. C'était assez fréquent finalement qu'il y ait plusieurs aéronefs. Il fallait que les conditions météorologiques soient favorables, bien entendu. On privilégiait les nuits de pleine lune parce que ça permettait d'avoir un assez bon éclairage au sol. Les batteries Eureka étaient rechargées chaque jour, donc ça il faut le savoir. La particularité du deuxième terrain de parachutage sur lequel le maquis d'Ornano pouvait s'appuyer, le terrain Jean, qui était situé sur le site de la Haute-Annelle, c'est qu'il était électrifié. Les maquisards avaient réussi à pirater une ligne électrique, et donc, grâce à cette électricité, on pouvait actionner un balisage. Donc ça, c'était très intéressant. À l'instar du terrain Chénier, en fait, situé aux confins du Lot et de l'Aveyron, c'était une véritable plaque tournante, le terrain Chénier. C'est là qu'arrivait le plus gros des largages, en fait, d'armes, de munitions et d'agents du BCRA ou britannique. Il était également électrifié. Donc un membre de l'amicale du maquis d'Ornano, Jean-Pierre Labrousse, a réalisé cette carte qui est assez parlante, qui montre voilà, le point de départ des Halifax, de leur base de la Royal Air Force, qui traversait la péninsule la Bretagne, qui passait au-dessus de Périgueux, de Cahors, et qui arrivait à la verticale du terrain Volcan. Et là, vous avez un Halifax qui procède au largage des conteneurs. Alors, autre élément de typicité, le maquis d'Ornano a accueilli des aviateurs américains. On est au mois de janvier 1944. Ces aviateurs, Charles Bigler et James Dyson, le mitrailleur, donc le pilote et le mitrailleur, en fait, ont vécu une très douloureuse expérience. Leur forteresse volante V-17 a été abattue au-dessus du Bourget. Ils ont été pris en charge par la résistance. Vous savez qu'il y avait des réseaux d'évasion qui étaient particulièrement actifs et efficaces. Et donc ils se retrouvent au maquis d'Ornano où ils vont passer quelques jours pour reprendre des forces et pour se préparer à l'étape suivante qui va être la traversée des Pyrénées. L'objectif était de faire passer ces aviateurs comme des candidats au combat, des gens qui voulaient rejoindre les forces françaises libres, par exemple, on les appelle les évadés de France, voire des familles juives qui ont également traversé les Pyrénées, sous la conduite d'agents et ensuite de passeurs dans les Pyrénées. Donc nos deux Américains vont être pris en charge par ces différents réseaux, et en particulier celui du docteur Méric de Saint-Antonin-de-Bleval. Donc c'est le réseau Bib-Antonin qui opère en fait dans les régions de Toulouse, Limoges, Montauban, Clermont-Ferrand. Ce médecin et son équipe font un travail considérable et ils vont permettre à nos deux aviateurs américains de traverser les Pyrénées par la partie occidentale, par le Pays Basque, et via Madrid de rejoindre le sud de l'Espagne, Gibraltar, qui est un territoire britannique. Voilà. Et donc ils pourront ainsi rejoindre Londres et reprendre le combat. Donc nous avions le 23 mars dernier, à l'occasion des cérémonies d'inauguration de notre sentier mémoire, le vice-consul des États-Unis qui est venu spécialement de Paris pour honorer la mémoire de ces deux aviateurs américains et sceller, si vous voulez, d'une certaine façon cette fraternité
franco-américaine. Dans le 7 mars 1944, donc détail, j'ai retranscrit là, le contenu des documents d'archives que nous avons retrouvés concernant ces différents largages. Le message de la BBC ce soir-là, c'était de Brigitte à Michel-Ange, 6 amis pleureront ce soir comme une fontaine. Donc ça annonçait l'arrivée de 6 agents du BCRA dans 2 Halifax sur le terrain volcan. Alors parmi ces agents du BCRA, alors, il y avait souvent des saboteurs. Hein. J'évoquerai Armand Masson en particulier, dit Trémy, hein, dans la clandestinité. Ce sont des gens qui sont parachutés souvent très loin de leur zone d'action. Ils sont missionnés pour saboter des installations industrielles. Hein, ce sera le cas de la poudrerie à Toulouse, par exemple. Ou pour faire de la formation. Hein, ils vont apprendre le maniement des explosifs au maquisard, ce qui sera particulièrement utile pour faire sauter ensuite des infrastructures type pont, voies ferrées, etc. Les 10 et 11 mars 1944, la RAF tente de nouvelles opérations sur volcan, mais là les conditions météorologiques sont mauvaises et la mission est annulée. Dans le passage du sergent Masson, dit Trémy, c'est un saboteur du BCRA, il est parachuté le 7 mars. Il fait partie du réseau Gallia, en fait, hein, qui a été créé par le BCRA. Gallia s'occupe principalement de renseignements militaires. Il devient l'un des plus importants réseaux du BCRA en zone sud. Et il renseigne les Alliés sur les objectifs à bombarder. Masson est affecté à Toulouse pour instruire le groupe CASA, c'est le groupe de Teboul, et le groupe Franc de l'armée secrète de Raymond Viadieu. Il va participer, lui en particulier, dans la nuit du 27 au 28 avril 1944, au sabotage d'une partie des installations de la poudrerie à Toulouse. Et il est malheureusement trahi par un résistant passé au service de la Gestapo, Georges Pujol, que nous retrouvons s'agissant de l'épisode des fusillés du bois de la Rolle à Castelmourou, hein, ce n'est pas très loin d'ici, vous en avez peut-être entendu parler. Voilà. Donc Georges Pujol était résistant, il a été policier, il était membre des renseignements généraux à Montauban. Il est arrêté et retourné entre guillemets par la Gestapo. Il passe au service de Gestapo, le KDS de Toulouse en l'occurrence. Et il va jouer un rôle déterminant dans les arrestations qui vont suivre. Hein. Je pourrais évoquer par exemple Jean-Baptiste Georgetti, qui a été fusillé au bois de la Reule à Castelmourou, qui était d'origine corse, qui était également agent du BCRA, un saboteur. Un de plus qui a été trahi par Georges Pujol. 21 mars 1944, donc nous approchons de cette nuit terrible qui est marquée par les combats, l'attaque allemande du maquis d'Ornano. Le message de la BBC est diffusé. 3 Halifax sont au rendez-vous. Il y a 2 agents du service atterrissage parachutage qui sont présents, comme chaque fois, hein, pour procéder à la réception des largages. Alors il y a Victor Moulin, dit Martin, ou Mozac, ou encore Maury dans la Résistance. Voilà, vous avez sa photo ici à gauche, qui est adjoint de Sultan, qui est le responsable de ce SAP, et il se charge de l'utilisation du S-Phone. Il y a également Pierre Ostruy, dit Louis, ou encore le Javanais, qui lui assure le fonctionnement de l'Eureka. Voilà. Il faut être formé pour l'utilisation de ce matériel radio, c'est assez complexe. Un jeune maquisard de 20 ans ne le fait pas forcément. Hein, voilà. Donc c'est le SAP en général qui est chargé de ces opérations-là, avec cette dimension technologique qui est quand même importante.
Il y a également Paul Poussou, dit Perrin, c'est le chef du 3e bureau de l'état-major de l'armée secrète du Tarn-et-Garonne. Donc tout se passe comme prévu, hein, le largage a lieu et on verra par la suite que... Alors c'est une pure coïncidence, a priori. C'est ce soir-là que les Allemands choisissent pour passer à l'attaque. Il y a deux colonnes qui arrivent par Vaour et Saint-Antonin-Bleval, on va le voir. Au moment où les maquisards en fait occupent leur poste de garde pour surveiller les abords du terrain, ils ont balisé le terrain avec des lampes qui sont espacées d'une centaine de mètres, le long d'une ligne dans le sens du vent. Vous avez vu le document cartographique il y a quelques minutes. Et d'autres maquisards sont en attente dans les taillis en vue de la manipulation et de la manutention des conteneurs que l'on va mettre dans la remorque d'un camion en fait, sur un plateau. Voilà, là c'est une scène de reconstitution qui nous a été, deux clichés qui nous ont été gracieusement donnés par l'association Tempête sur les Alpes qui fait de la reconstitution historique et militaire comme les eaux sauvages. Voilà, donc la réception d'un largage, ça ressemblait grosso modo à ça. Hein. Il y avait toujours des maquisards qui faisaient le guet, vous voyez, à proximité, pendant que d'autres s'affairaient à réceptionner les conteneurs, à dégrafer les voilures. Vous avez les suspentes des parachutes ici, voilà. Et en général, il fallait 4 hommes pour porter un conteneur qui pesait aux alentours de 150 à 200 kg. Tout ça, c'était rempli d'armes et de munitions. Voilà, des pistolets mitrailleurs, des fusils mitrailleurs. Voilà, le plus courant à utiliser, c'était celui-ci, le type C, britannique. Voilà, avec un amortisseur à cette extrémité-là. Voilà, ça permettait d'éviter la casse finalement au moment de l'arrivée au sol. Et puis il y avait des conteneurs utilisés spécifiquement par les Américains aussi, mais là je ne rentre pas dans les détails parce que ça n'a pas été le cas ici. Et donc, rétrospectivement, je vais revenir à l'attaque. En fait, dès le mois de février 1944, il y a eu plusieurs alertes qui ont conduit à un déménagement sur le plateau du Rouen, donc de l'autre côté de la vallée de l'Aveyron. Voilà, la pression était de plus en plus prégnante. Il y avait des gendarmes qui étaient aperçus, des GMR, des miliciens. Il y a même eu une unité allemande qui est venue dans le secteur de Vaour pour des manœuvres. Voilà, donc ils étaient tout proches. Ça a entraîné le déménagement de nos maquisards. L'Autanel, je l'ai évoqué tout à l'heure, constitue un terrain de parachutage de secours. C'est le terrain cible qui sera très peu utilisé en fait. Alors c'est dommage dans le sens où, je l'ai dit, il était électrifié. Donc ça c'était quand même un gros avantage pour nos maquisards. Mais pour des questions de sécurité, vous l'avez ici, le terrain cible, pour des questions de sécurité, la priorité a été donnée très rapidement au terrain volcan, situé sur le territoire de Saint-Antonin-Bleval. Alors, on entre dans un contexte de répression croissante. En février-mars 1944, les nazis et l'État milicien sont en action. Bon, vous avez entendu parler de cette collaboration qui va aller crescendo après la rencontre entre Oberg, qui est le commandant des SS, et de la police allemande, et de Bousquet, qui est le secrétaire général de la police de Vichy. L'objectif, ça va être la lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme. Voilà, la lutte contre nos maquisards, nos résistants, avec des forces qui vont se mobiliser pour ce travail de répression. Les forces allemandes, la Gestapo, la Wehrmacht, des unités de la Wehrmacht qui sont spécialisées, les forces françaises,
donc police, gendarmerie, et puis la sinistre milice française. Le 1er janvier 1954, Darnan, qui a créé la milice, devient secrétaire d'État à l'intérieur. Pour améliorer l'efficacité des forces de maintien de l'ordre, Darnan donne en février 1944 l'ordre de mettre sur pied des corps francs mixtes. Alors ça c'est très intéressant, ça explique la montée en puissance de cette répression. Ces unités mixtes comprennent des gendarmes, des GMR, donc groupes mobiles de réserve, c'est ceux qui préfigurent les CRS, si vous voulez, les compagnies républicaines de sécurité que vous connaissez. Des groupes francs, alors la garde, ce qu'on appelle la garde, les GMR et la franc-garde de la milice, voilà, qui très fréquemment d'ailleurs récupèrent des armes qui ont été parachutées. Vous avez peut-être vu des photos de miliciens porteurs d'un pistolet mitrailleur Sten par exemple, ou d'un fusil mitrailleur Bren. Donc ça va leur donner une puissance de feu décuplée d'une certaine manière. Et tout ça, c'est concomitant avec le fait que le 20 janvier 1944, le BCRA prévoit de former des réduits dans les montagnes françaises. Le cadre local est dépassé. D'une part, Vichy fait des opérations de maintien de l'ordre en Haute-Savoie, un test national. D'autre part, la France libre tente quelque chose de capital. Donc c'est ce que dit l'historien Dallotel. N'oubliez pas que quand j'évoque la répression, on a l'épisode du maquis des Glières, par exemple, 31 janvier, 26 mars 1944, qui se termine de manière tragique. La montée en puissance de ces maquis mobilisateurs, j'avance là, je fais ça à grands traits, en fait préfigure le futur débarquement en Normandie, du 6 juin 1944. Voilà. Qui va être doublé par le débarquement en Provence le 15 août. L'idée, c'est véritablement de faire en sorte que ces maquis mobilisent des jeunes, qui sont des réfractaires au STO pour la plupart. Il va falloir les armer, donc il va y avoir des largages d'armes, de munitions et d'explosifs qui vont être de plus en plus fréquents et qui vont pouvoir mener des opérations de guérilla sur les arrières de l'ennemi. Voilà l'objectif. Donc ces maquis mobilisateurs sont situés dans les massifs montagneux français. Donc on a le réduit des Alpes, on a le réduit du massif central. Donc notre maquis d'Ornano se situe dans ce périmètre-là. On a le réduit des Pyrénées, avec par exemple le maquis de Campbell, sur lequel je suis en train de travailler avec mes camarades de mémoire résiste. Très souvent avec des équipes interalliées qui sont parachutées. On parle du fameux plan Sussex, donc vous avez eu peut-être quelques échos. Il est décidé par l'état-major interallié et il vise à envoyer des équipes, des forces spéciales sur le terrain pour encadrer, venir en soutien de ces maquis. Alors ces unités interalliées, en général, elles sont composées de 3 hommes, mais il peut y avoir des équipes plus étoffées. On a par exemple une quinzaine d'Américains qui ont été parachutés à proximité de Vabre dans le Tarn. Oui. En général, c'est 3 hommes. Il y a eu des Anglais aussi. Et des Anglais, bien sûr. En général, 3 hommes. Alors là, ça n'a pas été le cas s'agissant du maquis d'Ornano. Par contre, du côté du maquis de Campbell, dans les Pyrénées commingeoises, c'était une équipe Jetberg. C'est la mission Bugatti, qui était composée d'un Américain, le lieutenant-colonel Fuller, et de 2 Français du BCRA. Mais ça pouvait être un Britannique et 2 Français. Bon, voilà. C'était à géométrie variable. Voilà. Le fait d'avoir des Français dans l'équipe, vous imaginez, c'était très important pour nos alliés américains et britanniques, parce qu'il y avait la maîtrise de la langue. Voilà. Et ça permettait les contacts avec les maquis. Ils étaient facilités. Le 21 mars se produit l'irréparable, c'est l'attaque du maquis. Donc il y a 2 colonnes ennemies qui montent à l'assaut du maquis.
l'une par Vaour, l'autre par Saint-Antonin-Nobleval, au nord. Voilà, cette carte a été refaite par Jean-Pierre Labrousse de l'Amicale du Maquis d'Ornano. Elle est un peu plus lisible. Voilà, donc vous avez l'itinéraire ici avec ces petits triangles rouges des deux colonnes en question. L'une qui arrive de Saint-Antonin-Nobleval et l'autre qui arrive de Vaour et Penne. L'idée pour les Allemands, hein, vous l'avez compris, c'est d'encercler les maquisards. Le terrain volcan est situé ici. Les lieux de cantonnement sont là. Voilà, vous avez la Bourriette ici, le Tanel. Il y a une partie de la colonne venant de Saint-Antoine-Nobleval qui part en direction de l'ouest de la forêt de la Garrigue et voilà, qui vise à encercler les maquisards. Voilà. Mais le dispositif n'a pas pu être verrouillé et les flèches vertes indiquent les lieux, les axes de repli de nos maquisards. Voilà. Il y avait un plan qui était préétabli, hein, vous en doutez. Les maquisards savaient qu'en cas d'attaque, il fallait s'enfuir dans telle et telle direction. Ils s'étaient entraînés pour ça. Donc les Allemands n'ont pas le temps de fermer, hein, de boucler le dispositif. De nombreux maquisards vont fuir vers le sud-ouest, d'autres vers l'ouest, le nord-ouest, et d'autres vers le nord-est, en traversant l'Aveyron. Donc, qui est à l'origine de cette attaque? C'est ce que l'on appelle les Mongols. Ouais, voilà, c'est le terme générique. En fait, ce sont des volontaires du Turkestan. Là, en l'occurrence, c'était le premier régiment de réserve du Caucase qui était basé à Albi à partir du mois de mars 1944. Donc, c'était des gens qui étaient issus de l'armée rouge et qui, pour principalement appât du gain, se sont mis au service des Allemands, hein, certaines par idéologie également. Hein. Et donc ils ont constitué ces unités de volontaires, de supplétifs, hein, de l'armée allemande. Alors ça n'a rien à voir avec les malgré nous. Hein. Vous savez, ces gens qui étaient d'origine alsacienne ou lorraine, qui ont été intégrés de force, hein, au sein d'unités de l'armée allemande, y compris de la SS d'ailleurs. Il y en avait au sein de la 2e division SS Das Reich, qui a opéré ici dans la région toulousaine. Voilà. Là, c'était véritablement des supplétifs, alors qui étaient très durs au combat. Voilà. Tous les maquisards qui ont eu à les combattre en ont témoigné. Ils pratiquaient assez facilement la torture quand ils avaient des prisonniers sous la main. C'est malheureusement ce qui s'est produit pour les maquisards d'Ornano. Donc l'attaque est violente. Les unités allemandes présentes sur le terrain, donc les Mongols avec leur encadrement allemand, les troupes de choc du SD, je vais en parler dans quelques minutes, le SD de Cahors, qui opérait là en l'occurrence, c'est 500 à 800 hommes face à 46 maquisards. Hein, donc vous voyez les proportions. Le lendemain de l'attaque, Biffen, qui fait partie du maquis Birakem, effectue une mission de reconnaissance dans le secteur de Saint-Antonin, à la demande de son chef, et il va d'emblée à la gendarmerie. Les gendarmes sont déjà allés sur le site, ils se sont rendus à la Bourriette et à l'Autanel, ils ont fait les premières constatations. Les gendarmes disent avoir trouvé sur le terrain de la ferme de la Bourriette 3 morts, dont 2 ont été fusillés, un identifié, Bébert, c'est le marin, hein, c'est Albert Tritschler, qui est d'origine alsacienne. Ils ont trouvé un autre camarade tué devant la ferme du passeur à Cuirac. Alors le passeur était sympathisant de la résistance. On passait l'Aveyron avec un bac à l'époque. Voilà. Comme c'était le cas à Gagnac-sur-Garonne, vous savez, il y avait un bac aussi avant la construction du pont. C'était assez courant à ce moment-là. Le gendarme précise que tout le ravitaillement a été volé par les Allemands. Ils ont brûlé les fermes de la Bourriette et de la Autanel.
Les pertes des attaquants sont évaluées à 30 à 40 blessés ou morts. Donc vous voyez que nos maquisards ne se sont pas laissés faire. Ils ont combattu jusqu'à la dernière munition. Ils se sont véritablement sacrifiés, ces 6 jeunes maquisards qui avaient entre 20 et 22 ans. Voilà, ils étaient très jeunes. Et on a même une évocation des traîtres qui se sont